niveau de l'euro-USD, je rejoins ce qui a été plus ou moins dit déjà. Donc, il y a à la fois les fondamentaux, mais également en termes d'analyse technique, c'est vrai qu'on s'oriente plutôt sur un mouvement de baisse. Sur le très court terme, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent, je pense qu'on ne peut pas exclure qu'on ait un retour vers les 1.40, ça n'ira guère au-delà, mais les 1.40 peuvent être atteignables. La raison à cela, principalement, c'est qu'on s'attend beaucoup, on a la réunion de la BCE qui va venir la semaine prochaine. Je pense très fondamentalement que des mesures sont souhaitables, mais est-ce qu'elles auront lieu? Probablement pas, donc on pourrait avoir une réaction assez vivace du marché, ce qui pourrait propulser probablement l'euro-dollar vers les 1.40. Donc là, c'est vrai que c'est un pari, on peut le dire concrètement, car on ne sait pas encore ce que la BCE va décider. Par contre, sur les mois qui viennent, l'orientation est clairement baissière pour l'euro-dollar. Je pense que la baisse qui va avoir lieu va être moins rapide qu'on a pu l'anticiper auparavant. C'est-à-dire que sur les mois qui viennent, je n'exclus pas notamment ce qui a été dit, plus un range que je verrai durer pendant plusieurs mois, donc autour des 1,35, 1,37. Dans les mois qui viennent, ce serait plutôt dans cette zone, avec une décélération de l'euro-dollar dans les mois qui suivent par la suite, vers éventuellement 1,32 si on devrait fixer un objectif à très long terme, ce qui est toujours hasardeux, comme vous le savez. Donc il y aura sûrement des ajustements lors des prochains rendez-vous organisés par le Salon. La raison à cette dévaluation, c'est tout simplement la politique monétaire qui va être mise en œuvre. Je pense que l'un des points essentiels qui a déjà été dit, c'est vraiment le différentiel de politique monétaire entre les deux zones qui va s'accentuer, qui va avoir un impact notable sur l'euro-dollar. Donc on pourrait renouer, donc, dans un premier temps, dans les mois qui viennent, vers Friday Forex et au-delà, je pense qu'on pourrait avoir autour des 1,37. C'est vraiment l'objectif que je me fixe. Puis on pourrait renouer ensuite beaucoup plus tardivement vers les 1,32, c'est-à-dire renouer vers les niveaux d'août 2013. À cela, j'aimerais mettre en évidence deux fondamentaux qui peuvent peser sur ce scénario. C'est tout d'abord une remise en cause des mesures de retour à la normale aux États-Unis, donc du fameux tapering, et ainsi qu'une déception des investisseurs par rapport à la politique monétaire qui va être mise en œuvre par la BCE. Donc c'est sur le court terme, et c'est ce qui validerait, selon moi, la possibilité de garder en termes d'objectifs toujours les 1,40 pour l'euro-dollar sur le très très court terme. Mais sur le long terme, je suis d'avis effectivement qu'il faut viser plutôt la baisse, éventuellement alléger ses positions, car le risque est important au niveau de la BCE. Alors, moi, je vais dire ça tout de suite. Moi, je voudrais poser une question parce que, bon, moi j'aime bien mettre les pieds dans le plat. Tout le monde, ils ont tous peur là. Ils se disent qu'est-ce qui va nous sortir. J'entends Vincent, Benoît et Christopher, on est au salon de l'analyse technique. Mais j'entends vos arguments et je les trouve très fondamentaux. C'est-à-dire un peu technique, un petit peu quand même, on va faire un petit peu technique. Selon les cas, je sais qu'il y en a qui sont plus ou moins fondamentaux, plus ou moins économistes, et d'autres plus ou moins graphiques. De Christopher, je sais qu'il est plus analyse fondamentale économique, donc il va plus s'orienter sur le discours, c'est normal. De Vincent et de moi, je suis plus surpris. Est-ce qu'on peut dire que les devises sont passées ces derniers mois d'un marché plus fondamental que technique, alors que jusqu'à présent, on disait, ça marche très bien en analyse technique, et là, j'ai le sentiment que vous n'y êtes pas trop sur l'analyse technique. Chaque fois, vos arguments, c'est, bon, moi je sens parce qu'il y a le tapering, parce que ça, il y a peut-être un QI de la BCE qui va voir le jour, différents éléments. Graphiquement, et j'entends même Vincent me dire, parce que graphiquement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il m'a dit, tu as même dit tout à l'heure, alors que pourtant, tu avais une divergence sur ton graphique. Une divergence baissière, parce que vous êtes globalement plus ou moins baissier, un peu plus stagnant baissier pour Benoît. Moi, on va voir ce qu'on dit. Je n'ai pas ça en tête, hein. Moi, je vais le faire directement, j'ai mon analyse, on va voir. Mais graphiquement, pas beaucoup d'éléments. Alors, est-ce qu'il y a des éléments, Vincent? Est-ce que tu as une réponse à me faire là-dessus? Est-ce que les devises sont devenues plus fondamentales ces derniers temps et moins graphiques? Ou ça a toujours été comme ça? En fait, mon opinion, c'est que pendant longtemps, le marché d'échange a été connu pour être un marché très technique, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de volatilité. Honnêtement, c'est simple. Prenez un graphique de l'euro-dollar depuis 10 ans, mettez-vous en graphique mensuel. Prenez un graphique du câble depuis 10 ans, mettez-vous en graphique hebdomadaire. Vous allez voir, on ne fait plus du tout les mêmes semaines qu'auparavant. On fait des semaines riquiques. Honnêtement, la volatilité réalisée des cours, elle a fortement chuté sur le marché d'échange, tout simplement parce qu'en effet, je pense que ces dernières années, on est rentré dans une forme de
contrôle des prix. Soit effectivement par une banque centrale qui va vous dire que sous un certain seuil, elle ne laissera pas le change déraper, soit parce qu'on a des banques centrales maintenant qui, à travers des mesures dites quantitatives, agissent directement sur la création monétaire, beaucoup plus qu'auparavant. Donc je pense que oui, on a des changes beaucoup plus liés maintenant à des activités monétaires, à des fondamentaux, et donc forcément, parfois il faut se méfier des signaux que donne l'analyse technique. Mais après, moi j'apporte toujours beaucoup de crédit à l'analyse technique et des arguments techniques pour en avancer plein, et pour moi ils sont à court terme, et pour les prochaines semaines, clairement en défaveur de l'euro, puisque là on parle d'une faiblesse de l'euro-dollar, mais regardez l'euro-yen, regardez l'euro-AUD, regardez l'euro-CAD, en bref l'euro face à un pool de devises, et il y a actuellement un certain nombre de signaux de vente. Donc, et ça fait référence à l'analyse technique, l'approche mais alors, je vais t'embêter un peu plus. Là, je te lâche pas comme ça. Donc tu dis, les devises, depuis un moment, c'est passé plus analyse fondamentale parce qu'il y a des décisions des banques centrales qui impactent plus les marchés et donc graphiquement on voit moins les choses. C'est un peu ce que tu as dit au début, c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris? Oui, je pense déjà ça. C'est un peu ça. Alors, la question contrôle des prix. Le contrôle des prix, d'accord. Enfin, les impacts, qui pensent que c'est trop, qui pensent que c'est trop bas, ils réagissent et ils interviennent pour faire varier le marché, d'accord. Les devises, selon leur intérêt. On va simplifier les choses. Ça, l'analyse technique ne peut pas s'en nourrir, puisque l'analyse technique, c'est ce que pensent les intervenants. Est-ce que tu serais plutôt en train de me dire, je vais te donner même la réponse peut-être de ce que tu voudrais me dire, mais il faut que tu l'argumentes derrière, tu serais en train de dire que ces décisions des banques centrales sont inattendues. C'est-à-dire que le public, les investisseurs, ou les intervenants, les traders, les autres banques centrales, etc., ne peuvent pas anticiper ces décisions. Et donc, parce que le graphique traduit simplement le comportement des intervenants boursiers. Donc, ce que tu me dis, par exemple, sur une éventuelle QI européen et le tapering, on sait, bon, c'est bon, ils nous l'ont dit, Weissmann, là, récemment, bon, est-ce que ça va se faire? Il y a des doutes, il y en a qui pensent que plus, et d'autres qui pensent que moins, d'accord. Mais ça devrait se refléter dans le marché. Or, tu traduis directement une idée fondamentale, donc pourquoi pas? Donc, très hypothétique, ce que moi je considère par rapport à l'analyse technique. L'analyse technique, c'est du concret, c'est ce que fait le marché. L'analyse fondamentale, c'est ce que devrait le faire le marché. Tu as peut-être raison. Pourquoi les autres ne traduisent pas comme ça? Pourquoi graphiquement ça ne se voit pas dans les cours? Tu anticipes donc plutôt un retournement. Pourquoi ça ne se voit pas dans les cours? C'est la question typique que je pose aux analystes économiques ou fondamentaux. Pourquoi, si vous avez raison, à moins que tu sois un petit Mozart de finance, mais les raisons ou celles que Christopher m'a données, c'est un peu les mêmes. Donc on le sait à peu près. Pourquoi ça n'agit pas plus? Pourquoi on ne baisse pas tout de suite? On n'est pas venu sur T1,36 tout de suite. Alors les gens peuvent poser la question sur 1,36 et puis là on verrait si vraiment ça purge l'accès. Pour l'instant, ça baissote un petit peu, mais pas. Vas-y. Honnêtement, c'est pas simple. Je pense que la politique monétaire n'est pas si lisible que ça. On ça. peut même parler de cacophonie monétaire depuis le début d'année. En février, on pouvait penser aux choses de la BCE. Il y a des surprises. Il y a des gens qui, d'une semaine à l'autre, changent d'opinion. Je pense que l'incertitude est totale sur ce que peuvent être ces politiques. On voit les grandes lignes, mais concrètement, voilà, rien ne garantit que la BCE agira. Et puis il y a plein de choses qui jouent derrière l'échange. Maintenant, moi je pense que du point de vue analyse technique, en effet, il y a beaucoup moins de volatilité qu'avant. Et il y a beaucoup de contre-pieds. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de chute verticale de l'euro-dollar? Il me semble que c'est en octobre, on a eu une chute finalement avec, vous pensez avoir donné des gros signaux de vente, c'est reparti directement. L'euro-dollar, parmi toutes les paires de devises, honnêtement, il y a des paires de devises que je qualifierais de beaucoup techniques. L'euro-dollar, en tendance, moi je trouve qu'elle est brouillonne à travailler. Vous avez sur le dollar canadien, sur le dollar australien, même sur des paires en yens, des marchés que j'appellerais encore beaucoup plus techniques, en gros plus limpides techniquement, avec moins de faux signaux. En swing trading, l'euro-dollar est difficile, peut-être qu'en intraday, sur des trades en séance comme ça, sur des graphiques inférieurs à l'horizon de temps journalier, ça reste encore très parlant la liste technique. Mais je pense que sur des graphiques journaliers, hebdomadaires, ça me paraît plus difficile parce que ça devient honnêtement de plus en plus une paire de devises contrôlée, à l'image de l'euro-CHF, on verra tout à l'heure. Et donc tu déconseillerais peut-être plutôt aux investisseurs d'intervenir sur l'euro-dollar qui est moins lisible, et tu leur dirais, plutôt que faire de l'euro-dollar, faire de l'euro canadien, euro-dollar canadien. Ah bah moi je pense que de manière générale... Là on a des possibilités de mieux gagner, parce que nous notre objectif c'est pas d'avoir raison dans l'absolu, nous c'est d'avoir un portefeuille plus garni à la fin de l'année. Après on peut avoir des préférences parmi les paires de devises, il y a des questions de coûts, etc. Il y a un adage
mettre tous ces œufs dans le même panier que tout le monde connaît, que certains rattachent à la finance de manière générale. Je pense que sur le marché des changes, c'est la même chose. Il n'y a pas que l'euro-dollar qui est accessible en paire de devises. Oui, moi, clairement, je ne vais pas faire que l'euro-dollar. La plus technique, tu dirais, tu conseillerais? Donc la plus facile, peut-être? La plus technique. Et la plus facile, peut-être? Est-ce qu'il n'y a pas eu un sondage qui a été fait, il me semblait, je ne sais plus si c'est FXCM, Saxo ou d'autres qui avaient fait une espèce de statistique sur les intervenants, sur quelles étaient les devises sur lesquelles les intervenants gagnaient le plus. Ah, oui, ça, il y avait eu quelque chose, il me semble qu'il y a eu quelque chose qui a été fait comme ça à un moment donné, qui montrait certaines paires de devises qui étaient plus favorables. En fait, c'est surtout en fonction des sessions de trading. On a remarqué en fait que la profitabilité des intervenants évolue en fonction de la période de la journée où on passe des ordres, parce qu'il y a des périodes de la journée qui sont plus volatiles. Après, sur les paires de devises, l'euro-dollar, c'est clairement pas celle où il y a les taux de réussite les plus fantastiques. Les paires en yens sont pas mal pour ça. Après, je n'ai pas tous les chiffres, je les ai bien pas. Sûr, bien sûr. On peut de toute façon retrouver ça sur le blog, sur le site de FXCM, DailyFX, et puis des échanges échangés sur le forum de DailyFX pour avoir plus de conseils. Benoît, là-dessus, sur le fondamental, l'analyse technique, les paires plus techniques, les paires plus faciles. Alors c'est vrai qu'on est au salon de l'analyse technique et la question se pose du pourquoi on met un petit peu de grains de sable fondamentaux, pourquoi on rajoute ça. Alors, parce qu'en fait, les fondamentaux, c'est ce qui drive les cours en fait, dans les grandes directions sur le long terme. Et plus on a un horizon de temps long, donc là 3 mois, 6 mois, c'est un horizon de temps quand même long, surtout sur le marché des changes. Donc c'est forcément avec un peu de fondamental qu'on va pouvoir expliquer les choses. Depuis la fin des accords de Bretton Woods, vous pouvez regarder la courbe, alors synthétisée évidemment de l'euro-dollar, avec un panier de devises européennes, le franc, le mark, etc. à l'époque. Vous verrez que pendant les accords du Louvre, à la suite des accords du Louvre, pardon, à la suite des accords du Plaza, on a des grands changements de direction. C'est un petit peu les fondamentaux donc, qui drivent les cours, un peu comme si un conducteur devait partir en vacances, faire un Paris-Marseille. Il sait qu'il va prendre plutôt vers le sud. Maintenant, c'est pas tout à fait ça la question. Tu es en train de me parler d'événements qui sont économiques, on pourrait dire, et d'analyse économique. C'est pas tout à fait pareil. Si tu as un événement brutal, ça fait un changement, effectivement, ça fait un virement, etc. Ni l'analyse technique, ni l'analyse fondamentale ne peut l'envisager. Par contre, le tapering, c'est assez simple quand même, on l'anticipe, la poursuite. Pour l'instant, ils n'ont rien dit de concret. S'ils annonçaient demain, stop le tapering, on arrête, 55 milliards, on s'arrête, on va pas au-delà, on baisse pas plus, là, ça serait effectivement un revirement. Mais personne ne s'y attend. Tout le monde a l'analyse. Donc quand tu me parles des accords du Louvre, des accords de Plaza, etc., c'est des trucs. Ce qui allait en sortir, on ne savait pas trop, poum, ok. Ça, c'est des événements. Et ce sont des grandes tendances qui suivent en fait des changements de politique monétaire. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est pas ce jour, mais c'est pendant cette période, depuis quelques semaines, depuis quelques petits mois, c'est un changement de politique monétaire, et à la fois aux États-Unis, et désormais à la fois en Europe. Le gros mot est lâché. Et pourquoi c'est pas anticipé dans les graphiques des intervenants? Alors c'est anticipé, c'est ce que disait Vincent, ça tombe bien, on est sur des 1,40, ça tombe bien, on est techniquement sur le haut du triangle de fond mensuel. C'est une coïncidence. Pas au point de se retourner quand même. Alors, on est sur le haut, le triangle qu'on a là à l'écran, on a plus ou moins enfoncé ou tout testé, etc. Tu dis, c'est un blocage, donc ça va se retourner. Voilà, c'est ce on que pourrait le casser, signal d'achat. C'est ce que l'analyse technique nous dit, en fait, anticipe, et les fondamentaux l'expliquent, ils l'expliqueront après coup, c'est-à-dire que nous, on essaye d'anticiper, effectivement, en mettant un petit peu de fondamental, en essayant de se mettre dans un état d'esprit de la plupart des opérateurs de marché. Ceux-ci, voyant une liquidité se resserrer aux États-Unis, vont avoir tendance donc à se retirer des actifs. Donc il va y avoir, je vous l'annonce certainement, un petit ralentissement sur les hausses des actifs américains, tandis que côté européen, et notamment sur le CAC, la poursuite de la hausse devrait se faire, puisqu'on va avoir une facilité monétaire à terme à venir. Pour l'instant, on n'est que dans les mots, c'est-à-dire que Mario est très intelligent, il prépare les munitions, mais il ne donne pas encore de coup de semonce. Il va pas je ne pense pas qu'il l'activera ou qu'il dira plus de précision fondamentale ou précise sur ce QE. Mais petit à petit, les jalons se mettent en place au cas où on en ait besoin. Et au cas où on en ait besoin, vous le savez, on est en France, et
vous savez ce qui se passera bientôt. Donc, on y va en chantant. On va dans le mur en chantant actuellement. Donc, de toute façon, on va devoir sauver le soldat français. Et ça se fera par le FMI, ça se fera peut-être par le FMI, peut-être pas. Le soldat français ou oui. d'autres soldats? Non, la France, je pense, est sur la liste, la prochaine liste. Pas de politique non, pas de en période municipale. Mais enfin voilà, pour tout vous dire, on n'a pas eu notre purge, on n'a pas eu notre assainissement de bilan quelque part, on n'a pas eu les réformes nécessaires. Il va falloir que ça arrive. Ce qui évidemment le plus difficile, c'est de savoir quand, hein, c'est le timing, mais on devra y passer. Et on devra y passer de force, puisque degré, nous n'y allons pas. Ça, c'est pour les fondamentaux. Donc ça va expliquer pourquoi, notamment, la BCE devrait activer ensuite les munitions qu'elle est en train de préparer. D'accord. Ok. Alors, moi j'ai fait rapidement mon analyse sur l'eurodoll. Alors, l'eurodoll, effectivement, je suis un petit peu, c'est ce que je disais depuis mars de l'année dernière. Alors, j'ai un peu évolué dans les mouvements, mais effectivement, depuis mars depuis un bon moment, puisque quand on était à peu près aux alentours des 1,50, 1,48, 1,50 sur le marché, j'avais donné 1,17. Donc ça, je remonte à 2010, et on avait fait, j'avais donné 1,16 et on avait fait 1,17 ici sur le marché. Donc ça, c'était pas mal. Je me souviens que Soros lui avait donné 1, la parité à 1, après une grosse réunion entre secrète de banquiers à New York. Et moi, j'ai donné 1,17, ça fait 1,16, donc j'ai donné 1,16.